Partie. Je vais aller ramener les gens qui traînent là. Ah ouais, ok. Cool. Donc ce qu'on va faire, c'est cette deuxième partie, comme je disais un peu à ceux qui étaient là à la pause, elle est pour vous. Donc ça va être des contenus, je pense, un peu plus tech cette fois, où l'objectif c'est de démystifier, d'éclaircir certains trucs, et aussi de vous donner des clés pour après pour ceux qui sont en cursus actuellement. Donc c'est un peu open bar. Soit vous me posez des questions, j'y réponds. Soit j'ai un petit fil et puis on accélère, on ralentit au fur et à mesure que ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me posais surtout, enfin, j'ai quelques questions qui m'intéressent en ce moment. Ouais. La première, ça serait un peu le futur du JavaScript, du front-end surtout, enfin le côté front-end. Ouais. Parce que c'est vrai que JavaScript en ce moment c'est dominant. Mais faut le reconnaître, il y a quand même quelques petits défauts dans le langage. Je voulais savoir comment est-ce que ça pourrait évoluer. Et ensuite plus précisément aussi, enfin plus spécifiquement sur WebAssembly. Ouais. Alors, déjà, je suis pas forcément la meilleure personne pour y répondre, mais il y a Kevin qui pourra venir, qui est mon tech lead adjoint. Tu peux peut-être aussi participer à cette réponse. Mon avis, alors attention, tout ce que je vous dis à partir de maintenant et jusqu'à la fin est un avis, c'est subjectif. Ok. Donc voilà, je déteste les gens qui sont impartiaux et qui pensent que leur avis est le seul et le meilleur. Je vous donne mon avis. À vous de faire votre analyse derrière. Voilà. Et parfois, mon avis est un peu trempé et subjectif. Pour moi, le JavaScript, ça va devenir le bytecode du navigateur. Et le WebAssembly, c'est le futur de ça. Donc, en fait, aujourd'hui, tu codes déjà plus en ES5, nulle part. Tu vas coder en ES6, en ES8, en TypeScript. Et en fait, tu vas transpiler ton truc. Pourquoi? En fait, avant, depuis qu'on a des applis web dans le navigateur, ben, déjà, on a un problème. Tous dans cette salle, vous avez déjà ragé au moins une fois parce que votre téléphone mettait 1 heure à charger un site. Pourquoi? Ben parce que maintenant, vous chargez une application. Vous chargez un payload qui fait 4-5 mégas. Ça prend du temps, ça prend de la place. Et du coup, en fait, il a fallu qu'on cherche des optimisations. Quand tu créais de l'HTML il y a 10 ans, tu faisais pas trop gaffe à ça, donc tu indentais ton code, tu mettais plein de commentaires, et puis ça se retrouvait dans le navigateur. Mais le problème de ça, c'est quoi? Ben, tes buffers, quand tu charges de la donnée, la plupart des données que tu charges, c'est quoi? Des commentaires et des espaces. Donc il a fallu qu'on réduise ces payloads au maximum, et le premier truc qu'on a dit, c'est on va réduire ces trucs-là. Ton JavaScript, j'espère que tu notes des jolis noms de méthodes pour t'y retrouver un petit peu dans ton code, mais tout ça, c'est des caractères en trop. Donc les obfuscateurs, les uglify, les choses comme ça, leur boulot, c'est de réduire le payload, de complexifier le reverse engineering et aussi de faire de la concaténation de fichiers, de séparer les fichiers vendor de ceux que tu vas pouvoir utiliser en cache, etc. Donc en fait, le JavaScript, tu l'utilises déjà, tu le compiles en fait déjà aujourd'hui. Donc je pense que en fait, tous les trucs de haut niveau, c'est-à-dire ECMAScript qui commence à être vraiment stylé, va continuer d'évoluer. Il y a les imports, il y a tous ces trucs-là qui arrivent. Les web components vont aider aussi au web à enrichir un peu l'expérience directe in-browser. Donc je pense qu'en fait, ça va bien faire son chemin. Le JavaScript considère ça maintenant comme le bytecode du navigateur. Et le WebAssembly, alors je fais aucune veille dessus, peut-être que Kev, tu as des compléments, des réponses? Pas sur WebAssembly. Hein. Pas sur WebAssembly. Si je dois complémenter un peu ta réponse, je dirais que le vrai problème du web, c'est l'acceptation de la technologie partout. Parce que quand tu penses bien qu'aujourd'hui, on est à Edge, et Internet Explorer 8 et 9, c'est encore utilisé. D'ailleurs, merci la France, on utilise proportionnellement plus Internet Explorer que le reste du monde, donc on aime bien laguer derrière. Le problème, c'est que, la grande force du JavaScript, c'est qu'il est accepté sur tous les navigateurs aujourd'hui. Il est utilisé partout. Et demain, imposer une nouvelle technologie dans le web, c'est extrêmement compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Et il y en a qui ont essayé. Et ils se sont tous ramassés les dents. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que JavaScript va partir bientôt. Il va plutôt rester. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des frustrations sur JavaScript.
Et c'est pour ça qu'ils ont relancé avec ECMAScript cette série de... Maintenant, on met des mises à jour de JavaScript tous les ans. Tous les ans, on va ajouter des fonctionnalités dans ECMAScript pour essayer de continuer à avancer. Et aujourd'hui, on fait de l'ES8, on transpile en ES5 et à la longue, les navigateurs, les utilisateurs vont suivre. On pourra arrêter de transpiler ce qu'on aura produit en ES8 et ce sera du natif directement du navigateur. Donc tout ce qu'on produit maintenant, ce sera plus performant à la longue. Et aujourd'hui, c'est la seule stratégie qu'on a en fait. Voilà. Merci. Donc JavaScript is better, déjà. Voilà. Peut-être que celui que vous faites en université, enfin maintenant les frameworks que vous faites, vous avez quasiment plus l'impression de faire du JS comme moi j'en faisais sur mon premier site web rouge sur fond bleu avec des petites étoiles qui suivaient la souris, quoi. C'est plus ça JavaScript. Heureusement d'ailleurs. C'est quand même différent, c'est vrai que ça sauve, mais il y a encore quelques Ouais, bon. petits couverts dans le langage, je me dis, ça peut pas vraiment être fixé. Ouais, mais ça c'est parce que tu fais du Node. Je plaisante. Ok. T'as d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Johnny? Et toi, tu as accès à moi toute la semaine, tu sais. Deux. GWT ou JWT? Dead? Buried? T'en fais? Je suis désolé pour toi. Il continue, mais pour moi, c'est de la survie. C'est de la survie, c'est plus du tout en cohérence avec... Donc ils essayent de faire des mini-portlets stateless et des choses comme ça, mais pour moi... Avec le 3, ils vont changer. En gros, moi, ce que je trouve intéressant, si tu as des pipelines notamment Java, c'est que tu peux direct utiliser tes clients et taper tes API REST. Ouais, ça s'appelle du server-side rendering et ça existe dans Facebook, enfin dans React depuis 2014. Enfin, si tu veux, je pense que... Je sais pas, en fait. Je sais pas, faut que je regarde. Je me renseignerai, je te dirai ce que j'en pense. Mais tu n'auras que mon avis, je pense que en fait, tu as un meilleur avis que moi sur la question. On peut avoir un avis Sur React? Ouais, bah alors si vous voulez, je déroule un petit peu comme ça, on avance. React ou Angular, des beaux débats. Ça va être des débats trempés, je vous préviens. Bon, les phases clés d'un projet IT. Je voulais vous en parler parce que, justement, dans la conclusion, je vous parlais tout à l'heure du fait de trouver une application à la technologie. Soyez bien convaincus d'une chose, c'est que si toutes ces technos-là existent aujourd'hui, c'est bien qu'elles ont une utilité. Sinon, personne ne les utiliserait. Ok ? Il n'existe pas en info de silver bullet. Vous savez, le truc qui peut tout faire mieux que les autres. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, j'ai essayé de me dire, mais comment est-ce qu'on peut diviser ces trucs-là, ces technologies? Et pour moi, ça correspond aux phases d'un projet, plus ou moins. Vous avez la phase POC, preuve de concept. La preuve de concept, c'est quoi? Il faut que j'aille vite, il faut que je montre que mon concept fonctionne. Donc, sachez-le, hein, aujourd'hui, vous voulez monter une startup, vous fumez un pet avec des copains un soir, et vous avez l'idée du siècle. Le lendemain, sachez un truc, c'est qu'il y a 10 personnes qui ont fumé un autre truc, mais qui ont eu la même idée que vous dans le monde. Du coup, celui qui gagne, c'est celui qui market le mieux et qui arrive surtout le plus vite sur le marché. Donc, il nous faut des technos qui nous permettent d'aller vite. Il nous faut des technos qui nous permettent de faire du solide. Ok ? Des trucs qui vont scaler parfaitement. Des choses qui vont permettre d'être maintenables. Et puis aussi, il me faut des choses pour sécuriser, orchestrer, augmenter la qualité et, si possible, avoir de l'innovation continue. En fait, cette phase-là, elle est plus en transverse de partout. Et donc, finalement, dans les technos, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on a besoin de technos pour aller vite, de technos maintenables et d'autres qui permettent d'automatiser. Donc, les technos time to market, il y en a plein, en fait. Donc, ça, c'est des frameworks. Rails, Django, Node.js, Meteor. Ça, c'est des frameworks. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous le dire. Si vous faites du Rails, je ne vous parle plus. Si vous faites du Django, je ne vous parlerai pas longtemps. Si vous faites du Node, je vous aime bien, mais faites gaffe. Si vous faites du Meteor, je ne sais pas encore trop quoi vous dire.
Pourquoi? Très rapidement. Encore une fois, ce sont des avis personnels. Rails, ils ont confondu simple et facile. Ok? Simple, c'est quand je fais un truc, je sais comment le faire et ça fait exactement ce que c'est censé faire. Facile, c'est je fais un truc et il se passe 1 million de trucs en dessous, je ne sais pas ce qui se passe. Et Rails, c'est une des plateformes, d'ailleurs toutes les startups ont des programmes de formation from scratch où tu connais rien à la programmation et 2 mois après, tu as ta plateforme sur Rails. Pourquoi? Parce que c'est super rapide à apprendre. Et c'est pas complexe. Mais pour moi, ils ont fait une erreur. Je crois que je suis en train de péter le stylo là. C'est bon. Donc en gros, Rails, pour vous donner une analogie, pour moi, c'est un framework qui vous donne toutes les fondations de votre maison. Il vous donne les pièces, il fait les murs, et il vous reste plus qu'à meubler. Ouais, sauf que les gars, on n'a pas du tout les mêmes fondations pour construire un immeuble qu'une église. Donc en gros, beaucoup de plateformes qui sont bâties sur Rails vont passer leur temps à hacker un petit peu. Bref, parce que dans Rails, tu ne peux pas casser les murs en fait. Donc ils vont passer leur temps à essayer de trouver des solutions de contournement au framework. Et ils vont dépenser beaucoup d'énergie là-dessus au lieu de le focaliser sur le développement de nouvelles features. Donc ça vous permet d'aller vite. En revanche, il y a un moment donné où il faut jeter et tout refaire dans d'autres technos. Il y a de très rares acteurs dans le monde du web qui font encore du Rails, d'accord. J'ai nommé GitHub, j'ai nommé Airbnb. GitHub fait un bien meilleur taf parce que GitHub c'est tout du statique en fait. Donc ils ont résolu le problème en faisant que du cache. Airbnb, eux, c'est beaucoup plus dynamique et c'est un des sites les plus lents du monde. Voilà. Django, c'est un framework Python. Le Python, c'est monothreadé. Le Python, c'est un langage de scripting. Donc, ok, si vous voulez faire des applis web très rapidement, Python, c'est super. Ouais, mais derrière, vous allez être embêté. Si vous voulez, par exemple, gérer des contextes multithreadés, faire des caches partagées ou des trucs comme ça, pareil, vous allez être obligé de contourner. Python, c'est dynamique, c'est faiblement typé. C'est des langages qui scale assez mal. Donc pour des microservices, des tout petits trucs, ça peut le faire. Mais allez pas faire un écosystème applicatif gigantesque avec du Python. Ce n'est pas fait pour ça. Voilà, Node.js, même combat, c'est quand même un peu mieux fait parce qu'au départ, c'est juste un interpréteur de JavaScript côté back, hein, où ils ont rajouté en C plein d'API, en gros, en JavaScript, qui vous permettent d'accéder au file system, de faire du non bloquant et d'utiliser les principes fonctionnels de JavaScript. Mais JavaScript est encore monothreadé. Et donc du coup, alors je vous dis ça, moi du Node, j'en ai fait beaucoup. Vraiment. Et au final, l'une des erreurs qu'on a fait sur Jog, c'était pas une erreur à l'époque, c'était justifié, mais en fait aujourd'hui, on essaye de le repousser de plus en plus. Parce qu'on a besoin, par exemple, de faire de la très très haute performance et d'accéder à des contextes multithreadés. Donc les gens nous disent oui, mais utilise un Redis. Ouais, bah moi, le thread Redis qui est monothreadé, je le sature. Bah ouais, donc du coup, je suis obligé d'avoir de la mémoire partagée. Voilà, donc on a aussi besoin de databases. On a des databases différentes. Avant, on passait notre temps. Ouais. Alors, le Go, c'est un langage. Donc, le Go pour Golang. Arrivé en 2009, Rob Pack notamment, qui est un des développeurs du C++, c'est développé, maintenu par Google, c'est un langage système, okay, comme le Rust qui est arrivé plus tard. Docker est fait en Go. Go, il est fait pour vous faciliter les opérations multithread. Il n'y a pas beaucoup de demandes sur le marché, parce que c'est un langage système, et Rust est vraiment bon pour l'occasion. Donc moi, j'ai pas fait de Go. J'ai vu une conf super sympa que je te conseille de Jean-Louis de Morlon qui bosse chez Docker, qui a fait Devox 2015, qui a fait une conf qui s'appelle Pourquoi Maurice ne doit surtout pas développer en Go. Et il vous explique notamment que les équipes de Docker, s'ils devaient réécrire Docker, ils le feraient en Rust. J'ai des potes qui bossent chez Snips en IA et qui font aussi des logiciels système et ils font tout en Rust. Donc Go, ouais, c'est cool. Mais c'est un langage système. Va pas faire des web apps en Go, c'est pas fait pour ça. Voilà. On est passé de modèles relationnels à des modèles relationnels et d'autres. Et typiquement, quand vous startez un projet, en général, fixer vos tables, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut qu'on aille vite. Donc, on commence à avoir des bases de données orientées documents, des key value stores, etc. Que ce soit Amazon. Je déjeunais avec des gens d'Amazon qui m'ont parlé de DynamoDB tout le repas. Et voilà, MongoDB et d'autres, etc.
Il y a des choses plus récentes qui, elles, font carrément, vous permettent carrément d'aller encore plus vite. Back-end as a service. Votre back-end, en général, quand vous commencez, c'est quoi? Vous avez une base de données, vous avez besoin d'authentification, et vous avez besoin d'accéder à ces données-là dans le front. Ben, ils ont dit, développez pas de back-end en fait. On va vous faire une database as a service, vous inclure ça avec toute l'hôte, Google, etc. Et vous n'aurez plus qu'à vous loguer et on va vous synchroniser votre front avec votre back directement sans que vous ayez rien à faire. Donc en 2 jours, tu peux développer une app complète. On a fait un hackathon l'an dernier. On a des copains qui ont fait une web app complète en 1 nuit avec authentification et tout ce qui va bien. Avec Firebase de Google notamment. Il y a les Amazon Lambda et aussi les Google Cloud Functions. Donc maintenant, on fait aussi des Functions as a Service. Donc en gros, vous codez une petite fonction qui prend un contexte, des paramètres et qui retourne d'autres trucs, qui réagit à des événements. Et vous allez l'exécuter dans un cloud. Donc ça commence à arriver aussi. Et c'est des choses qui sont très très fortement poussées par Google, Amazon, Microsoft, etc. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps au début. Par contre, vous gagnez beaucoup de temps et d'argent au début, mais un jour ça va vous coûter cher. On vous permet aussi de gagner du temps avec tout ce qui est framework hybride. Je vous dirai ce que j'en pense peut-être un petit peu plus tard. Et évidemment, bon, les clouds, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'être votre propre hébergeur, d'accord ? Quand vous voyez que OVH fait des VM à 3 € par mois, je veux dire 3 € par mois, je pense que c'est l'électricité de votre Raspberry Pi. Enfin, voilà, ça n'a quasiment plus d'intérêt. Et en plus, vous avez une bande passante garantie. Bon, leur data center tombe de temps en temps, mais c'est pas tous les jours, c'était juste aujourd'hui. Voilà. Et puis après, effectivement, il faut quand on veut faire des services, disons, qui sont axés sur de la perf, ça dépend, en fait. Soit on va dire, là, j'ai besoin de trucs solides, qui soient maintenables, parce que je bâtis une appli qui est quand même assez conséquente, qui fait beaucoup d'imports, qui utilise beaucoup de modules, etc. Et là, les gars, vous n'avez pas le choix. Il faut aller vers des langages qui sont statiques, fortement typés, qui ont aussi, on n'en a pas parlé ça, mais ça c'est très important, la bonne offre sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous développez un projet, vous vous tirez une balle dans le pied si la meilleure techno que vous utilisiez, il n'y a personne qui l'a fait. Ok ? Parce que le jour où vous scalez, vous gagnez 3 millions et vous voulez scaler, vous regardez sur le marché, vous pouvez recruter personne. Vous êtes dans la merde. Donc, en gros, le marché aujourd'hui, vous allez voir, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et ce qui est cool, c'est que, contrairement par exemple à Node.js, qui est un langage qui s'apprend, qui est une plateforme qui s'apprend en 2 heures, quoi. C'est du JS, c'est de la programmation de base, vous n'avez pas beaucoup de paradigmes à comprendre. Vous allez beaucoup plus vous enrichir dans vos connaissances, dans votre manipulation de patterns, de design pattern, dans votre compréhension de la mémoire et des choses comme ça, quand vous faites un langage comme ça. Donc surtout en début de carrière, il faut foncer là-dessus. Si vous commencez à faire du Node.js, qu'est-ce que ça va être le jour où je vous demande de faire une techno multithreadée? Vous êtes en train de choisir la facilité et vous vous trompez. Parce que c'est pas ça. Selon moi, l'objectif de votre début de carrière, c'est pas ça. Vous devriez chercher la difficulté maintenant. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur les clouds. Alors par contre, s'il vous plaît, Rails, faites-moi plaisir. Les Rails, les Python, droppez-les quand vous avez fait votre POC et refaites ça dans une autre techno. Pitié, faites-moi plaisir. Voilà. Et par contre, il y en a qui continuent avec les clouds. Parce que les clouds, ça marche bien, en réalité. Ça marche plutôt bien. Alors attention à ceux qui sont latency first, qui ont besoin d'une latence extrêmement basse. Typiquement, JogMaps, c'est le cas pour nous. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, le main problème avec tout ce qui est cloud, c'est que vous êtes vendor lock. Si vous utilisez les Elastic Load Balancer d'Amazon, avec Route 53 d'Amazon, avec les outils de service Discovery d'Amazon, avec les auto-scaling group d'Amazon, et que vous développez tout votre écosystème autour de ces API, vous allez aller plus vite. Mais si un jour Amazon double ses prix, déjà c'est très cher, mais s'il double ses prix, vous n'avez pas le choix, il faut payer. Donc vous êtes vendor locked. Et c'est un peu la même chose qu'on avait avec les grands serveurs d'applications au début des années 2000. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix. Vous gagnez beaucoup de temps, ça va avoir un coût. Ouais. Spring Boot, tu le
met pas dans le time to market? Ouais, si, Spring Boot, ça permet d'aller vite, mais je pense que tu peux aller limite plus vite avec un peu de Rails, quoi. Parce que Spring Boot est quand même obligé de te faire tes DAO, etc. Donc ouais, il y a Spring Data, il y a tous ces trucs. Mais... Pour le passage au long time market, c'est plus simple. Ouais, belle transition avec Spring Boot, effectivement. Et Spring 5 est sorti fin septembre. Après Spring 9, ils vous permettent d'ailleurs, ils ont ajouté des API de programmation réactive qui sont l'implément derrière, c'est Netty, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, Spring Boot, évidemment. Mais je le mets dans le long terme parce que je trouve ça stylé. Donc vous pourriez faire rapide et long terme dès le départ. Pourquoi j'ai mis ça là? Je sais pas. Mais ça c'est super intéressant. J'adore ce truc, je l'ai fait il y a 3 ans. Mais je trouve ça super intéressant. Qui a un iPhone dans la salle? Sortez s'il vous plaît. Comment est-ce que vous vous sentez quand je vous donne un téléphone Android? Perdu? Ouais. Oh ça va. Ouais. Bon, en gros, on dit souvent ça, et vice-versa pour Android et iOS. Pourquoi? Et ça, c'est une des clés que vous devez comprendre pour ceux qui font de la programmation hybride. Je vous donne un exemple simple. Je vous dis, allumez-moi le Wi-Fi sur Android. Ah, c'est un PDF, donc vous n'aurez pas la vidéo. Donc, quand j'allume le Wi-Fi sur Android, on fait comme ça, et puis on appuie sur le bouton. Quand je vous donne un iPhone, un mec qui fait de l'Android, et je lui dis, allume le Wi-Fi, il fait ça, et il trouve les notifications. Et là, il dit, c'est quoi ce bordel? Donc il appuie sur l'autre bouton, il se retrouve avec le calendrier, il fait, mais putain, c'est quoi ce truc? Donc à la fin, en fait, il va se dire, ok, alors je vais faire comme Android, quand je trouve pas, je vais dans les applications, et là, je vais dans les paramètres. Donc il cherche paramètres, il n'y a pas. Il cherche préférence, il n'y a pas, parce que dans iOS, ça s'appelle réglage. En réalité, la solution, c'était ça. Sauf que ce geste-là, sur Android, il n'existe pas. Donc sachez bien une chose, c'est que s'il y a 20 ans, on était habitué à attendre. On était habitué à chercher dans ces espèces, vous vous souvenez de la capture de yahoo.com tout à l'heure, le web c'était un truc qu'on découvrait, c'était fabuleux et c'était pas tout à fait grand public. Mais maintenant on a tellement atteint les masses et les gens sont tellement exigeants en termes d'expérience utilisateur que si on se pose la question de comment je fais pour, vous avez déjà perdu. Et du coup, comprendre la sensibilité des usagers, alors heureusement, les designs commencent à se rapprocher, dangereusement, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et vous êtes habitué à un écosystème, vous êtes habitué à des gestes, à des icônes, et c'est incroyable à quel point tous les gens qui sont dans cette salle, parce que vous êtes tous des geeks, vous réfléchissez tous de la même manière. Un truc sympa, on avait fait... il y a 3 ans, on avait fait une expérimentation pour les transmusicales de Rennes, un festival. Et on avait fait une petite appli avec des maps. Et quand tu levais ton téléphone, tu passais avec une vue en réalité augmentée en 3D. Et du coup, c'était un petit easter egg et on était trop contents. On avait passé grave du temps dessus. Et du coup, on fait tester à tout le monde. Donc tous les devs, en 10 secondes, ils jouent avec l'appli, ils lèvent le truc. Oh putain, trop stylé et tout. On va voir les commerciaux tout fiers. On va dire, ouais, vas-y, dis-nous ce que t'en penses et tout. Alors, le mec, il prend son téléphone, il fait... Ouais, ok, d'accord, super, bon, ok, tac, puis il nous rend le truc. Et nous, on le regarde, on dit, mais pourquoi tu lèves pas le truc, tu vois? Et il me regarde comme si j'avais l'air con, tu vois. Et bah ouais, parce que nous, on s'est bidouillé, donc on sait par exemple que quand tu bouges l'orientation en Android, t'appelles le home destroy et tu recrées l'activité, donc on s'amuse, et puis on aime bien retourner un truc sous tous les angles. Bah les gens, ils sont pas câblés comme ça. Et on a failli planter notre concept de notre app, et du coup on disait à tout le monde au festival, ouais, levez votre téléphone, vous allez voir, c'est cool, quoi. Les gens l'auraient jamais trouvé sinon. Et du moment où on est capable de câbler notre cerveau dans ce sens-là, typiquement en s'influençant de material design, de choses comme ça, et qu'on essaye vraiment de se mettre à la place de notre usager, bah vous allez développer autrement. Et ça, s'il y a 20 ans, c'était une patte, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Et en plus, vous êtes obligé d'être créatif dans un système contraint. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligé de faire une appli qui est tellement belle qu'on croit que c'est Google qui l'a faite. Ouais, il faut t'insuffler tout ça et pouvoir être créatif à l'intérieur de ça. Parce que tu peux être créatif, mais dans un système contraint. C'est super intéressant. Et puis, ça a donné lieu à des nouveaux jobs. UX designer, c'est quand même un truc qui n'était pas aussi répandu que ça l'est maintenant. Ouais. Justement, en
plus il y en a qui l'utilisent, plus l'usage est commun et c'est facile justement, mais aussi tu te démarques pas plus que ça de tes concurrents de par ton design, on va dire. Ouais, d'où la notion d'immersion. C'est-à-dire, en fait, tu dois être créatif dans un framework. Alors qu'avant, on se disait, ouais, moi j'ai fait une UI qui n'a rien à voir avec les autres, et du coup, je suis super différent. Ouais, bah maintenant, le problème, c'est que si tu fais un truc sous-différent, le mec, il allume, il fait, je comprends rien, il quitte, terminé. Donc ouais, il y a eu un transfert, mais on arrive quand même à être original. Demande à Kevin, il me déteste à cause de ça. À cause de ça, parce que, ouais, il y a vraiment des challenges de ce côté-là. Mais le pari, c'est, il vaut mieux une UI qui est standard, mais qui est ergonomique, intuitive, qu'une UI jolie où les gens doivent apprendre à l'utiliser. En tout cas, c'est mon opinion. Mais c'est des habitudes. On peut pas reprocher à Google et Apple de pas faire pareil pour les notifs ou pour. Ah, mais moi, je leur reproche pas. Je dis juste que quand on développe, on doit faire gaffe à ça. Heureusement que tout le monde fait pas pareil. Et quand on développe, si on veut essayer de créer quelque chose, des nouvelles habitudes, rien ne nous empêche, ça peut marcher. Et après, tu peux te faire Grave. Bonne chance. Mais ouais, grave. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place. Mais bon, voilà. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous parler un peu de DevOps, parce que c'est un petit peu un fourre-tout. Alors, le DevOps, c'est quoi? Alors, le DevOps, c'est une philosophie. On va faire un petit peu d'histoire. Il y a 20 ans, malheureusement, encore dans 80% des boîtes aujourd'hui, si ce n'est plus, vous aviez un petit peu deux mondes. Vous avez le monde des devs. Le dev, c'est vous, c'est moi. Le boulot du dev, c'est quoi? On a des fonctionnalités à implémenter, on développe des logiciels, main à main avec le métier, de façon plus ou moins agile, etc. Donc notre but, c'est d'avoir des améliorations le plus rapidement en production. L'objectif de l'Ops, donc l'Ops, c'est ceux qui sont côté opérationnel. Eux, ils sont responsables que le service fonctionne. Okay, c'est eux qui scalent vos infras, c'est eux qui font du 3.8 pour vérifier que ça marche, c'est eux qui ont des notifications quand il y a un souci, qui doivent mettre en place le monitoring, etc. Donc eux, leur but, c'est quand ça marche, on ne touche plus. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il y en a un qui rajoute sans cesse des trucs et qui change. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux populations? Ils se détestent. C'est pire qu'ils ne se connaissent pas, ils se détestent. C'est-à-dire que les ops, ils disent... les devs, ils disent que les ops, c'est des dinosaures. Tu vois, c'est les mecs, ils veulent jamais rechanger, ils sont résistants au changement. High level, on veut un Git, ça va prendre 2 ans, c'est une catastrophe. Et les ops, ils disent que les devs, c'est des chimistes fous. Tu sais, c'est les mecs qui disent « Oh, en rose », ils testent pas, ils font rien, ils shippent leur code, ils sont irresponsables, indisciplinés. C'est ça les devs. Et du coup, qu'est-ce que les entreprises ont fait pour remédier à ça? Ils se sont dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre des process. On va mettre des process. On va dire que en fait, les devs doivent pousser leur code sur un serveur de QA. Il y a une équipe tierce qui va aller tester les trucs, faire une recette. Ensuite, on va passer en pré-prod. On va faire des demandes de mise en production avec des formulaires pour envoyer les scripts SQL à migrer, les procédures de migration, et on va standardiser tout ça. Comme ça, ils n'ont pas à se parler. Comme ça, les ops, ils ont ce qu'ils veulent. Et du coup, ta mise en prod, elle prend 6 mois. Alors ça marchait il y a 20 ans, déjà mal. Mais aujourd'hui, avec le time to market qu'on a, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc le DevOps, au fur et à mesure que l'innovation accélérée, cette espèce de truc-là, et avec l'arrivée des clouds et les transformations des technologies autour de ça, on a dû se dire que ces métiers-là sont en train de se transformer. Donc le DevOps, en fait, c'est une philosophie. C'est vraiment un fourre-tout, on met des trucs, mais en général, on shift la responsabilité. Donc les DevOps, il y en a en général deux types. Vous avez soit le DevOps qui est un dev++, c'est-à-dire quelqu'un qui développe et qui est sensibilisé à cette philosophie. C'est-à-dire que vous allez être responsable de votre prod et vous allez aussi être un peu l'ops, en fait. Et puis vous en avez d'autres où les DevOps, ce sont vraiment des postes à part, des gens qui sont en transverse et qui sont là pour aider leurs équipes à être dans un pipeline de déploiement continu, d'amélioration continue, de monitoring et de qualité du code. Mais
On a vraiment changé la responsabilité. C'est-à-dire que le dev, il est responsable du code qui pond. C'est la fin du WOM. Vous connaissez le WOM? C'est ce qu'un dev dit quand ça marche plus en prod. C'est le works on my machine. Ouais, ça marche chez moi. Ben non, ça c'est terminé. Voilà. Tu es responsable du code que tu ponds. Avant, on vous livrait ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire par exemple un war, une petite archive. Et puis derrière, c'était ton opérationnel qui configurait ce qu'on appelle ton runtime, par exemple ton Tomcat. Il configurait tous tes scripts, il configurait, il installait un JDK, etc. Et puis, sauf que le problème, c'est que bah voilà, eux, ils se mettaient jamais d'accord, il y avait des properties qui changeaient, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de shipper, depuis l'arrivée de Docker, on essaie de shipper à la fois l'artefact et le runtime. Et comme ça, non seulement je peux en exécuter plein, mais en plus, j'abstrais complètement le côté applicatif de l'opérationnel. Dans les ops, c'est pire que ça parce que tu as le runtime et les DBA. Ouais, et en plus, il y a les database admin, mon Dieu. Voilà, et donc en fait, finalement, c'est une vraie transformation de nos métiers. C'est-à-dire que maintenant, je dois assurer la qualité de mon app. Bah ouais, il faut que je teste. Parce que si je veux qu'à chaque fois que je push quelque chose, ça aille directement en production, il faut que je m'assure que je n'ai pas pushé n'importe quoi. Donc le TDD et tous les principes d'extreme programming deviennent plus cruciaux que jamais. Fluidifier l'innovation continue, bah, il nous faut des outils. Il nous faut des outils qui garantissent la qualité de code, SonarQube. Il nous faut des outils qui nous permettent de déployer et d'exécuter des tests. Il nous faut des outils qui permettent de provisionner du serveur. Vous savez ce que c'est que du provisioning? C'est en gros, tu reçois ton nouvel ordi. Le provisioning, c'est ce qui se passe entre le moment où tu l'ouvres pour la première fois et le moment où tu es prêt à l'utiliser. Concrètement, tu désinstalles Internet Explorer, tu installes ta copie piratée de Microsoft Office, VLC, etc. etc. C'est ça le provisioning. Ben, maintenant, le provisioning, c'est quelque chose qu'on a complètement automatisé, qu'on essaye d'abstraire de la distrib Linux, par exemple, qu'on opère. Et ça, c'est des solutions qui ont fleuri, notamment avec l'arrivée des clouds. Parce que maintenant, je vous balance un script Ansible et je peux déployer 1000 VM en 5 minutes qui sont provisionnés automatiquement. Ça, c'est cool. Voilà, bah, de maintenant, de plus en plus, on arrête les VM lourdes. On essaye de faire ce qu'on appelle du conteneur. Les conteneurs, ça vous parle tous? À peu près? Ouais, c'est bon? Super. Donc, c'est pas du tout nouveau. Hein. Conteneur LXC, c'est arrivé en 2009 dans les kernels. Et Solaris a de l'isolation de process depuis longtemps. Hein. On doit faire du service discovery, on doit faire d'autres trucs et beaucoup de monitoring aussi. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la partie, on va dire, microservices. Ah bah, voilà, nickel. Ça tombe bien, ces slides quand même. Monolith versus microservices. Deux paradigmes qui commencent à vraiment faire leur impact. Alors, attention à ce qu'on en raconte. L'autre fois, j'étais à un meet-up Node.js, je donnais un talk et le mec avant moi parlait de microservices. Il avait lu un bouquin dessus, ça faisait 2 mois qu'il faisait ça. Et puis après, on a discuté et il était pas bien après. Comment est-ce qu'on faisait des logiciels de manière traditionnelle? On faisait ce qu'on appelle un monolithe. Le monolithe, c'est quoi? C'est l'appli qui fait tout. Donc vous avez, je sais pas, l'authentification, vos utilisateurs, vous avez quoi d'autre comme domaine? Vous avez billing, vous avez les orders, allez, et vous avez une appli géante qui tourne sur un JDK 5 par exemple, et c'est top. Et vous avez développé pendant 10 ans à 100 développeurs sur le truc, ça commence à vieillir un petit peu. Donc le monolithe, ça marche bien. Pourquoi? Parce que toutes les interactions entre ces trucs-là sont gérées directement dans la même application. Donc ça va vite, vous n'avez pas de latence, vous avez votre base de données qui est derrière, qui est pas loin, et ça c'est top. Quels sont les inconvénients de ça? Tout redéployer. Alors, tout redéployer. Donc à chaque fois que je livre un truc, je relivre l'ensemble de l'appli. Et il peut y avoir des effets de bord. Donc en gros, mon appli, elle est très difficilement maintenable. Imaginez, vous entrez et vous avez, je sais pas, 80 000 classes. Quand tu es stagiaire et que tu as 1 mois pour développer, en 1 mois, tu n'auras même pas été capable de comprendre ce que l'appli fait, quoi. Donc vous êtes dans des bases de code et dans du métier qui sont des nœuds de spaghetti et difficiles à maintenir. Donc ça, c'est non maintenable. Peu évolutif. C'est-à-dire que là, je vous dis, attendez, on va passer au JDK 8. Oh là là là, mon gars. Je vais mettre Spring 5. Oh là 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 là.
Bah ouais, parce que vous avez tout à évoluer et vous allez avoir des effets de bord complètement gigantesques. Donc difficile à évoluer. Difficile à scaler aussi. Là, l'appli est lente. Elle atteint sa capacité. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais faire du scaling. Scaling vertical, je buffise ma machine. Scaling horizontal, je mets un répartiteur de charge, je m'assure que tout est stateless et je regarde comment je scale un peu tout ça. Très bien. Sauf qu'en fait, c'était juste la partie haute qui buguait un peu. Du coup, vous avez 2 coûts machines gigantesques juste pour ce petit truc. Donc les gens se sont dit, mais attendez, mais maintenant on a du DevOps, on a tout ça, alors on va faire des microservices. Alors des microservices, c'est quoi? C'est je mets auth, je mets billing, je mets order, je mets users. Chacun a sa petite DB, lui il est en Node, lui il est en Java 8, lui il est en .NET, soyons fous, lui il est en... non, je ne vais pas dire ça quand même. Il est en Node, voilà. Chacun a son petit truc, ils utilisent des technos différentes, c'est des toutes petites bases de code, faciles à maintenir, et forcément ils ont un peu besoin les uns des autres, donc ils interagissent. Voilà. Et ils interagissent via des API qui peuvent être REST, JSON, ça peut être protobuf, des API hypermédia, vous faites comme vous voulez, mais chacun développe et maintient son API, éventuellement des clients pour les autres plateformes. Et du coup, le mec présente ça et dit ça c'est cool parce que ça, vous pouvez le changer comme vous voulez, et c'est génial. Maintenant, c'est quoi le souci avec ça? Ah oui, et vous pouvez les scaler indépendamment, c'est-à-dire que auth est limité, j'en spawn un autre. Super. Alors, c'est quoi le souci, ça? Alors, comprendre l'architecture ou savoir où taper, si c'était que ça, franchement, ce serait top. Il faut un dev par... tout le monde ne connaît pas toutes les technos peut-être en même temps? Non, ça peut être des équipes différentes, mais vous pouvez aussi toutes mettre les technos. Le premier déploiement, il met 3 ans, donc il faut tout ce qui est discovery de service. Alors, ouais, déjà, il faut rajouter beaucoup de trucs. C'est-à-dire, par exemple, si je veux utiliser ce qu'on appelle des auto-scaling groups, c'est-à-dire, je sais pas, on peut imaginer que auth, je décide de le spawner parce qu'il y avait de la charge. Il faut que j'ai des instances par exemple, de service discovery, qui fait serveur DNS aussi, qui va devoir dire à mes applis, ça y est, il y en a une nouvelle que tu peux utiliser, que tu peux consommer. Donc effectivement, il y a des nouveaux flux. Mais si c'était que ça irait. Il y a du temps entre les services. Il y a de la latence. Attendez les mecs, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toutes ces flèches-là, vous augmentez l'entropie considérablement de vos systèmes. Et vous savez quoi? 99% des devs aujourd'hui, ils développent en partant du principe que ça marche. Déjà là, ça marche pas. Mais alors là, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc le mec, il présente ses trucs, il dit c'est magique, tout ça. Je vais le voir après le talk, je lui dis mais ça fait combien de temps que t'en fais? Il me dit oh 2 mois, 3 mois. Je dis mais du coup tu monitores comment tes services? T'as du health check? T'as des alertes? Des alarmes? Tu monitores comment applicativement au niveau système? Il me dit oh non. Vous savez quoi? 40 failures réseau par jour chez OVH. Et ça touche pas un serveur, hein, ça touche une baie, peut-être un nœud, ou des choses comme ça. Il y en a 40 par jour. Vous croyez vraiment que ça va jamais fail? Ces trucs-là, ça fail. Vous pouvez avoir de la latence réseau, vous pouvez avoir une déconnexion du lien, vous pouvez avoir une application qui répond plus. Et tous les flux que vous devez gérer et tous les design patterns que vous devez mettre en place, typiquement ce qu'on appelle des circuit breakers, le coupe-circuit. Quand mon service X ne répond plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retry? Combien de fois je retry? Au bout de combien de temps? Et toutes ces métriques-là, c'est passionnant, mais par contre, si vous développez de manière classique, vous allez vous planter. Il y en a des très très bons là-dessus, et il s'appelle Netflix. Vous connaissez tous Netflix? Netflix c'est considéré comme l'exemple le plus stylé mondialement de la résilience. Pourquoi? Les mecs, ils ont créé une team qu'ils appellent la Chaos Engineering Team. Et ils ont créé un ensemble de produits qu'ils ont regroupés dans des projets qu'ils appellent la Simian Army. Les mecs, ils se sont dit, ok, vous savez quoi? Nous, on est sur AWS. Comment est-ce qu'on peut forcer nos développeurs et nos équipes à être plus résilients et à faire en sorte... Le principe du chaos engineering, c'est que tu pars du principe qu'il n'y a rien qui marche, en fait. Et donc, sachez un truc, ils ont créé un outil qui s'appelle Chaos Monkey.
Chaos Monkey, vous allez halluciner. C'est un truc qui run toute la journée, toute la semaine, en prod, et qui éteint n'importe quelle VM, n'importe quand. N'importe quelle VM. Aucune VM, ils disent non, celle-là, tu ne peux pas l'éteindre. Ils peuvent éteindre toutes les VM. Alors au début, évidemment, un peu catastrophe, etc. Mais les développeurs, ils ont rapidement appris à être beaucoup plus résilients. Ils font ça en prod. Alors après, au bout de quelques mois, ça a dramatiquement amélioré le fonctionnement de leurs équipes. Ils se sont dit, bon, on va faire Chaos Gorilla. Chaos Gorilla, ils font un exercice tous les 2 mois et ils vont shut down tout un service, 1 millier de VM. Puis après, ils se sont dit, bon, on va faire un exercice annuel ou semestriel, je crois. Ils ont créé Kong. Et donc Kong, je vous le donne dans le mille, c'est passionnant. 2 fois par an, Netflix shutdown, Amérique du Nord. Pour tester comment leurs groupes d'auto-scaling vont aller accepter, alors bien sûr ils provisionnent de la charge supplémentaire en Amérique du Sud et ils peuvent rebrancher le service comme ça, mais pour tester les flux, les centaines de gigabits par seconde qui vont transiser d'une dorsale de l'océan à l'autre pour rediriger le trafic et tous ces trucs-là, ils le testent en prod 2 fois par an. Et ça, vous savez quoi? C'est passionnant. C'est super intéressant. Il y a des anciens de Netflix et on a dit avec l'équipe qu'on se mettrait ça en place très rapidement. On veut faire des Game Days. Les Game Days, c'est une fois dans la semaine. Tu prends toute l'équipe et tu as un jeu pendant 1h30. Donc on peut faire ça sur la pré-prod. Hein. C'est un ancien de Netflix en fait qui est arrivé dans une autre boîte et qui s'est dit comment est-ce que je peux appliquer tous ces trucs-là sans ces outils-là et pas forcément en prod. Mais il s'est dit Game Days. Donc le Game Days, c'est en gros vendredi matin de 9h à 10h30. On prend toute l'équipe, on les met en mode branle-bas de combat et on choisit un des mecs dans l'équipe, précisément le plus expérimenté en général, et on le désigne Master of Disaster. Et lui, il a sa console root et il va faire un truc. Il ne le dit pas à l'équipe. Donc il peut shut down une VM, il peut introduire de la latence, déconnecter un service, changer un proxy. Et l'équipe doit trouver la source et résoudre le problème le plus rapidement possible. Alors vous savez quoi, première expérience, ça a duré 50 minutes. Ils avaient fait juste un sudo halt sur une VM. Ils ont mis 50 minutes à le trouver. Du coup, ils ont dit, ok, donne-nous 2 semaines, un sprint. Ils ont commencé à s'outiller, à mettre du monitoring et tout. Itération d'après, un autre game day. Le mec fait la même chose sur une autre machine, cette fois 2 minutes, pour trouver et résoudre le problème. Du coup, il leur restait 1h28. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a joué avec un autre truc. Et ils ont fait ça pendant des mois et des mois. Les équipes étaient tellement ouf et tellement motivées qu'ils ont dit, on fait ça toutes les semaines, jusqu'à ce que les mecs se disent, je sais plus quoi vous faire. Et vous savez quoi, le chaos engineering, c'est passionnant. J'en ai des frissons tellement c'est trop cool, quoi. Changer notre manière de développer, accepter la failure et chercher à faire tomber notre service, c'est la seule manière de devenir des gens résilients. Et c'est vraiment avec ça qu'on peut embrasser la philosophie DevOps. Et le faire par le jeu, c'est super intéressant. DevOps, en 2017, a été raté par un index américain comme le 2e job le plus cool du monde, parmi tous les jobs. Le premier, c'est Data Scientist. Mais le 2e, c'est DevOps. Rendez-vous compte. Voilà. Il y a des petites questions là-dessus. Alors, toutes les boîtes ne font pas ça. Hein. D'ailleurs, aucune que je connais ne le fait encore. Mais ça arrive. Voilà. Nous, on monte une cellule DevOps en ce moment et je suis convaincu que c'est des choses qui vont arriver rapidement. La Poste, chez qui on est intervenu, on est allé leur mettre un pipeline de continuous delivery, on a appris à les outiller et je pense que je peux témoigner, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Reactive Programming, vous en avez entendu parler, on passe. Ça commence à faire long là. Non? Dites-moi, feedback les gars. On passe? Alors, qui dit non? Ah putain. Ok, top. Bon,
C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est bien. Vous allez m'épuiser, mais je suis très content en fait. Je vais changer de stylo, ok. Ah, indélébile. C'est bien, au moins ça restera gravé. Alors, plateforme réactive. Qu'est-ce que le reactive programming a changé? Alors en fait, le reactive programming, ils n'ont rien inventé, hein, ça existe depuis toujours. Dans la plupart des applications classiques, J2E, Framework.net, PHP, etc., à chaque fois que vous avez un utilisateur qui arrive, vous avez une requête, une socket qui est ouverte, une requête HTTP qui entre, vous avez un serveur HTTP, donc que ce soit HTTPD, Apache 2, que ce soit le web server de Tomcat, etc. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans votre programme. Sur quoi tout programme est exécuté? Un thread. Vous savez. Un thread. Un thread, c'est quoi? C'est un fil d'exécution. C'est une pile, d'accord? Et ce thread-là, il est exécuté avec une stack qui va chaîner les appels de méthode, les instructions en assembleur, et ce truc-là, c'est exécuté sur votre processeur. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, un utilisateur, entre le moment où on arrive et le moment où la requête est répondue, on lui garantit qu'il est sur le même thread. Comment est-ce qu'on a augmenté la performance de nos serveurs? On a dit, s'il y a un deuxième utilisateur qui arrive au même moment, je vais lui mettre un deuxième thread, et il va faire son truc. Si j'ai un troisième, etc., etc. Absolument tous les serveurs d'application type PHP, J2E, etc. ont des configurations pour déterminer la taille de ce qu'on appelle votre pool de threads, qui sont des threads préparés. Ils ont une taille minimum, une taille maximum, et au-delà de ça, vous êtes stocké dans une queue où vous êtes en attente. Il y a aussi les sockets wait qui vont attendre avant d'établir les connexions, et au-delà de ça, vous êtes en déni de service. Mais du coup, notre manière de gérer la concurrence a été de dire, on va déléguer ça à des threads. Sauf qu'en fait, est-ce que augmenter le nombre de threads augmente la concurrence de votre application? Non. Pourquoi? Comment ça marche en vrai un thread quand il est exécuté sur un système? Il est exécuté où? Il est exécuté sur un thread, sur un cœur de votre processeur. Donc imaginons que j'ai 4 cœurs. Combien d'opérations au maximum je peux avoir sur un cœur? Sur un processeur? Mon nombre de cœurs, pas plus. Mon nombre de threads, exactement. Voilà, donc en gros, imaginons que j'ai 300 threads avec 300 utilisateurs, j'ai ces 300-là, et mon ordonnanceur de mon système d'exploitation, il va décider, alors c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle du time slicing. J'ai 1 seconde, j'ai 300 threads, donc je vais donner peut-être 1/300e de seconde à chaque thread. Et ensuite, je vais le permuter. Ok? Je réduis extrêmement la complexité d'un ordonnanceur, mais c'est pour mieux comprendre le concept. Sauf qu'un thread, il vient avec une stack, et ce qu'on appelle un contexte, d'accord? Un pointeur vers la suite du programme en mémoire, etc. Et cette chose-là, on va la chercher en mémoire, d'accord? Et puis on va continuer d'exécuter. Donc en fait, le moment où j'ai enlevé un thread, et le moment où j'en mets un autre, je vais devoir recharger son contexte. Cette opération-là, on appelle ça un context switch. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il va aller faire des opérations de lecture en mémoire qui prennent du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des processeurs pour aller plus vite sur ces opérations-là? On a mis des niveaux de cache. Donc ça, c'est quand vous voyez le niveau de cache L1, L2, L3 d'un processeur, c'est ça. C'est des petits éléments de mémoire qui sont très très proches du processeur et qui vous permet en beaucoup moins d'instructions d'accéder à des contextes de thread typiquement. Ok, donc ça c'est cool parce que imaginez qu'à ce stade-là, la RAM c'est lent. Ok, donc on veut éviter d'avoir dans la RAM, donc on a ça. Le problème c'est quand j'ai 300 threads, qu'est-ce qui se passe? On fait du cache overflow. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là peut peut-être contenir, je sais pas, 2 ou 3 contextes de thread. Mais quand j'en ai 300, en fait, je passe mon temps à être en overflow de mes caches. Et du coup, je passe mon temps à aller chercher mon contexte de thread, mon pointeur, etc. en mémoire. Et du coup, mon temps de context switch n'est plus négligeable. Donc en gros, à partir d'une certaine concurrence, votre ordinateur se touche parce qu'il passe son temps à switcher entre des threads et vous perdez un temps non négligeable de votre application.
Donc des gens se sont dit, ok, donc si j'ai des threads qui prennent 30, 40, 50% de l'utilisation de mon CPU parce qu'il y a trop de switch, bah, il faut que j'arrête de penser que c'est l'ordonnanceur du système qui doit gérer ma concurrence. Il faut que je parte du principe qu'à un moment donné, maintenant ma gestion de concurrence elle doit se faire au niveau applicatif. Et le reactive programming, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont dit, vous avez 4 threads, et ben vous avez 4 threads applicatifs. Et mon challenge, ça va être de saturer l'utilisation de ces threads au niveau applicatif et d'en faire le plus possible. Les premiers à être partis là-dessus et qui ont vraiment gagné, et ça leur a fait de la pub à juste titre au début, c'est Node.js. Les mecs ont dit, mais attendez, avec Node, on vous fait plus de requêtes sur un thread que tout ce que tu peux faire d'un Tomcat. Et c'était pas forcément faux. Parce que Node, c'est quoi? C'est une event loop. C'est une implémentation du pattern reactive. Et vous avez des requêtes qui arrivent sur une event loop et tout est géré au niveau applicatif. Et du coup, votre objectif, c'est de saturer l'utilisation du thread et non plus d'augmenter le nombre de threads. C'est ça le reactive programming. Le problème, c'est que du coup, c'est top. Par contre, vous ne développez plus de la même manière. C'est-à-dire que si avant, je pouvais garantir qu'une requête et une réponse étaient sur le même thread, bah maintenant, je ne le peux plus. C'est-à-dire que c'est du travail qui va être réparti sur des workers. Et du coup, cette garantie de « tu seras toujours tout seul sur ton thread le temps de la requête et de la réponse », qui nous permettait d'utiliser beaucoup de mécanismes transverses, alors par exemple le thread local dans l'API Java, qui nous permet d'accéder au contexte de la sécurité, de la session de l'utilisateur et de choses comme ça, bah ça marche plus. Et donc votre application, vous induisez une complexité supplémentaire à ce niveau applicatif. Donc le reactive programming, oui, ça vous permet de faire plus de requêtes et d'être beaucoup plus optimiste, d'optimiser beaucoup plus la performance de vos apps. Mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Et là, il faut qu'on commence à raisonner en termes de bottleneck. Un bottleneck, c'est un goulot d'étranglement. Sachez une chose, dans la plupart des applications que vous faites, votre bottleneck, c'est quoi? Interdit-vous. C'est la DB. Ok? Aujourd'hui, vous avez, en général, si vous avez une base de données sur la même machine, ou si vous avez même une base de données à distance, le fait que vous ayez cherché de la donnée via une socket qui doit faire des jointures et du requêtage, c'est ça qui prend le plus de temps. Ce qui vous fait que, en général, vos applis, elles peuvent peut-être tenir, je sais pas, quelques dizaines, quelques centaines de requêtes par seconde. C'est ça votre bottleneck. Donc, développer en modèle réactif parce que je suis un hipster et que tout le monde trouve ça cool, et du coup, m'induire de la complexité pour rien, ça sert à rien. Sauf si votre bottleneck, c'est pas la DB. Et si typiquement, nous sur Jog, notre bottleneck, c'est pas la DB, parce qu'on a des niveaux de cache différents. On utilise Redis même au deuxième niveau de cache, et on a des caches mémoire partagées avec du LRU pour aller très vite. Et on sait saturer, on sait faire 30 000 requêtes secondes avant d'atteindre, et on atteint les limites bande passante avant de saturer le CPU serveur. Bah ouais, nous c'était réactive obligé quoi. Parce que notre bottleneck c'est le CPU, c'est la mémoire et c'est pas du tout la database. Par contre, pour 90% des applications, bah, passer à du réactif c'est pas forcément nécessaire. Si ça induit une complexité de développement en plus, il faut se poser la question de pourquoi. Ça va pour tout le monde? Ça démystifie un peu? Ouais. Alors je demande pas comment on fait, mais est-ce que c'est possible de faire de la programmation stateful avec la programmation réactive? Imaginons que tu as une donnée dans ton thread qui fait du traitement, enfin qui sert au traitement de la business logic. Est-ce que tu peux garder cette information quelque part? Ouais, tu as deux possibilités. Alors, en gros, comment est-ce que j'utilise... Alors ça, c'est la question que s'est posée Spring, par exemple. Je leur avais posé la question chez Google l'autre fois, d'ailleurs, de comment ils avaient fait pour l'implément avant qu'ils sortent leur framework. Et en fait, vous avez deux solutions pour ça. Vous voulez stocker une donnée auquel vous allez pouvoir accéder, même s'il n'est pas stocké sur le même thread. Typiquement, votre session, l'utilisateur qui est connecté. Bah ça, quand c'est pas sur votre même thread, c'est galère. Bah, il y a deux solutions. Soit vous passez un contexte, et vous devez vous le passer dans toutes vos interfaces. C'est ce qu'on faisait quand on n'avait pas de thread local. Soit vous créez un espèce de request ID, vous allez mettre la donnée du contexte associée à cet ID dans une map qui est concurrente,
Et du coup, à chaque fois que tu en as besoin, tu vas récupérer cet ID et récupérer le contexte dans la map. Mais ça revient exactement au même, tu dois passer cet ID de partout. Donc tu es obligé de passer quelque chose. C'est ce qu'ils font dans le thread local. Oui, mais t'as pas de thread local. Mais- T'as plus de thread local. Le système de... Il faut que je connaisse mon request ID, parce que j'ai une fonction et que cette fonction, soit elle a un contexte, et dans ce cas-là, tu y passes en argument dans l'appel, soit tu as un ID qui te permet de récupérer le contexte. Mais l'ID, il faut quand même le passer. Donc ouais, donc ça induit un peu de complexité. Voilà. Ouais. Et les mecs, vous me faites peur quand même. Tu viens de dire si ton bottleneck c'est ta BD. Ouais. J'ai pas compris pourquoi t'as pas. Et tu vois, il y en a un qui part, Johnny. Tu veux pas qu'on passe à la partie stage ? Dis-moi, Johnny, pardon. J'ai pas compris pourquoi si ta BD c'est ton bottleneck, pourquoi tu n'as pas forcément besoin d'avoir une programmation. C'est pas forcément besoin, elle ne va rien améliorer en termes de perf. C'est-à-dire que si ton problème de performance ne vient pas du nombre de contextes switch, ça sert à rien. Tu peux le faire si tu as envie, mais ça n'améliorera pas les performances de ton appli. Améliorer quelque chose qui n'est pas votre goulot d'étranglement ne sert à rien. Vous en êtes bien tous conscients, ça. Imaginez, vous avez, je sais pas, une clepsydre avec un goulot d'étranglement là-haut. Le fait de faire un plus gros trou là-haut va pas faire tomber le truc forcément plus rapidement. Si c'est ce goulot d'étranglement qui empêche le débit d'être supérieur. Non, mais après, peut-être qu'il y a des drivers qui vont arriver, de base de données, et ça va optimiser. Tu seras content d'être en réactif parce que tu vas changer Peut-être. de Ouais, driver. peut-être. Du Peut-être. coup, est-ce que tu conseilles de commencer une nouvelle appli, un nouveau projet en réactive? Allez, vous me connaissez les gars, la réponse à ça, c'est ça dépend. Ouais. Ça dépend de ta quantité de données, ça dépend de ce que tu manipules, ça dépend de ta stratégie de caching, ça dépend de comment tu veux distribuer tout ça. Quand tu as des BD distribués et que tu veux faire trop de cache applicatif et que tu as beaucoup d'écriture, par exemple, bah, ça sert à rien d'essayer de faire ça. Il faut tout déléguer à ta DB, donc il faut la laisser être ton bottleneck. Ça dépend vraiment. Voilà, bon, après la performance, bah, ça c'est des trucs cool, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne font pas. Et dans le cycle d'intégration continue, dans le DevOps, vous connaissez tous Gatling ici, on a besoin de faire du test de performance. Parce que le Works on My Machine ne vous fera pas voir des bugs que vous aurez en production dans un contexte concurrent. On ne sait pas tester tout seul notre application dans ses limites. Donc il faut qu'on utilise des outils tels que Gatling justement pour être capable de faire des tests de perf là-dessus et d'être capable de pousser l'utilisation de vos machines. Je vous donne un exemple sur Jog. On a simulé une attaque de zombies mondiale où on simulait 500 000 requêtes secondes sur la plateforme. Et donc on tirait dessus. Et on a vu des effets de bord incroyables. Des déconnexions qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc au début, il y avait plein de bugs applicatifs. Hein. Ça, c'est le premier truc en général. Donc tu résous tous tes bugs. Et puis quelques mois après, tu refais ces exercices-là. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a des trucs bizarres qui se passent, tu ne comprends pas. Et nos trafics internes, c'était du 50 gigabits seconde. Et on ne trouve pas. À un moment donné, on appelle les gars d'OVH parce que c'est eux qui nous payaient toutes les infras en attend. Puis les mecs nous disent « Ouais, mais je pense que tu satures nos switches. » Et donc on avait des déconnexions de réseau périodiques et les serveurs revenaient, on ne savait pas pourquoi. Ces trucs-là, vous ne pouvez pas les observer hors contexte de charge. On a essayé de tirer une bande passante gigantesque sur un seul load balancer avec un set d'IP fini. Au bout d'une minute, tout déconnecté, on ne comprend pas. On venait de trigger les systèmes anti-DDoS et tous nos serveurs avaient été bannis. Bah, ces trucs-là, si tu ne les prépares pas, si tu ne te prépares pas à ce genre de choses, tu ne pourras jamais les expérimenter autrement que dans la douleur, en te réveillant un matin avec le téléphone qui sonne de partout. Donc le test de charge te permet de fail safe et de fail ahead of time. Et ça, c'est super important. Et évidemment, si on ne mesure pas, si on ne monitore pas ce qui se passe sur nos infras en prod, eh ben on ferme les yeux et on prie pour que ça passe. Mais le jour où il y a un problème, eh ben vous êtes dans la merde, parce que vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Nous, typiquement, on a un monitoring Slack de tous nos serveurs. Dès qu'il y en a un qui dépasse des percentiles de temps de réponse trop grands, qui fait des gros pics de charge, ou qui a des choses comme ça, on est notifié immédiatement.
S'il y a un serveur qui répond pas, on a un truc critique qui ping tout le monde, il est enlevé du pool, toutes les applis sont notifiées et du coup, le système s'auto-corrige. Ça, c'est top et c'est super cool à mettre en place. Dernière partie, on essaye d'aller vite. Parlons de vous maintenant. Qui est en 5e année? Qui arrive sur le marché? Ok. Qui veut sortir de la technique? Ok. Donc si vous voulez faire de la tech, aujourd'hui, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est très subjectif. J'ai essayé de vous trouver des segmentations du marché. Donc je vous propose celle-ci, back, front, mobile, DevOps ou autre, c'est-à-dire les trucs que je ne connais pas. Back, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le marché, il ressemble à quoi? Hélène, tu pourras peut-être confirmer pour moi. Aujourd'hui, on est quand même assez binaire. Java, .NET. C'est bon? Tu confirmes? Voilà. Il y a un peu de PHP, mais PHP, pour moi, c'est un langage mort. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors PHP, il est sorti, et pourquoi il est aussi, pourquoi est-ce qu'il est aussi plébiscité? C'est que c'était le seul qui était gratuit. Ok, c'était pas le meilleur, c'était le seul qui était gratuit et open source. Donc WordPress, Drupal, etc. Ils ont tous construit leur framework autour de ça, et plein de communautés de sites font qu'il est encore énormément utilisé aujourd'hui. Facebook, c'est plus du PHP. Hein. Facebook, ils ont fait HHVM, qui est une machine virtuelle qui pouvait interpréter du PHP. D'ailleurs, c'est grâce à eux et à l'introduction notamment d'un JIT qui existe dans la JVM depuis 20 ans, qu'ils ont tuné les performances et que PHP 7 a fait un beau reverse pour faire ça. Et ils ont développé un langage qui s'appelle Hack, et ils ont fait leur transition de PHP à Hack en utilisant leur même VM. Et maintenant, il n'y a plus une ligne de PHP en prod. Pour moi, c'est un langage qui est mort. Pourquoi? Vous ne cherchez plus de développeurs PHP. Vous cherchez un développeur Laravel, Symfony 2, Zend, Drupal. Donc, il n'existe plus qu'à travers leurs plateformes qui sont maintenues par des boîtes propriétaires. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner. De plus, ces frameworks-là sont des frameworks gratuits. Donc, en général, les boîtes qui choisissent ces frameworks-là ne sont pas forcément les boîtes qui ont le plus de sous. Donc typiquement, si vous voulez des taux journaliers qui sont élevés, si vous voulez bosser avec des technos sur des projets qui sont intéressants, où il y a beaucoup de fric, etc., en général, vous n'allez pas vraiment faire des trucs en PHP. PHP, c'est très bien pour les web agencies. Voilà. Mais voilà, moi je n'y crois pas, en tout cas. Ça reste juste mon avis. Scala, développé par Martin Odersky, professeur de l'EPFL, c'est un langage qui est exécuté sur la JVM, c'est un langage ultra mathématique, fonctionnel, c'est l'un des langages d'avenir. Vous ne pourrez pas y accéder en débutant. Si vous sortez d'école ici, donc il y a deux types de projets qui font du Scala. Il y a les hipsters, vous les reconnaissez facilement, ils sont comme moi avec une plus longue barbe et une chemise à carreaux. Les hipsters qui disent putain Scala c'est trop cool, on va faire du Scala. Et ils font ça sur des projets débiles, ça n'a aucun sens de prendre du Scala. Donc voilà, n'y allez pas, ça sert à rien, vous n'allez pas vous éclater. Et puis il y en a d'autres qui le choisissent parce que c'est un langage avec des API et des collections qui sont excellentes, qui est d'une performance incroyable où tout est immutable, qui est d'une complexité intéressante et qui se fait en général sur des projets où il y a beaucoup de jeux de données en jeu. Sauf que ces trucs-là, vous accéderez jamais en débutant. Donc si le Scala est une destination pour vous, passez par la JVM, passez par le Java. Et quand vous serez frustré des limites des API Java, de la verbosité, du côté pas immutable, le fait que tout soit pas objet, etc., votre transition sur Scala sera facile et vous trouverez facilement les projets dans les grandes boîtes ou dans des belles startups qui font des trucs sympas là-dedans. Voilà. Et vous serez un king. Il faudra être un king. Framework Play, j'y croyais au début, mais j'y crois plus trop. AK, c'est une lib, je vois même pas pourquoi je l'ai mise ici. Node.js. En fait, avant de parler de ça, parlons plutôt, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre job demain? Pas s'ennuyer. Pas s'ennuyer. Quoi d'autre? Pouvoir vivre. Pouvoir vivre, ok, gagner du fric. Apprendre. Salaire et remote. Quoi? Salaire et remote. Salaire et remote, ouais. What else? Le projet, s'épanouir. Est-ce que vous voulez toujours faire la même chose? Vous voulez tester des technos différentes? Travailler en équipe, dans des contextes agiles? Parce que... Même si on voulait toujours faire la même chose, je pense pas que ce soit plus trop possible en ce moment. Ouais, bah malheureusement si. Tu verras que 90% du marché, les gens, c'est une planque en fait. Le marché de l'info, sachez, c'est un des marchés les plus en crise. Parce que vous n'avez pas des gens qui sont inspirés, qui ont envie d'être bons, et derrière, vous avez des boîtes qui vous managent pas de la bonne manière.
vos parents, pour eux, leur job, c'était la sécurité, le respect de la hiérarchie, un truc qui met du temps. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Vous voulez remote, vous voulez de la bouffe gratos, tu veux pouvoir bosser sur les technologies que tu veux t'épanouir, c'est-à-dire vraiment que ton entreprise, elle t'accompagne dans ton projet de carrière, tu veux bosser en chaussons si possible. On a, tu vois, Enfin, on a vraiment changé ce paradigme. La boîte, c'est plus une boîte pour la vie. Tu vas changer toutes les quelques années. Et vu que ces paradigmes-là ont changé, le problème, c'est qu'ils ont changé plus vite qu'ils ont été implémentés dans les boîtes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous posez comme question en entretien? Vous leur dites, OK, en général, les 3 questions qu'on pose, c'est quoi? Vous avez le droit de me dire que je suis un con et que j'ai tort. Hein. C'est combien, le salaire? Vous êtes combien? Est-ce que j'ai une mobilité internationale? Avec qui vous bossez? Quels sont vos clients, etc. Et qu'est-ce qu'on demande d'autre? Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Est-ce qu'il y a des meufs? Les horaires, est-ce qu'il y a des meufs? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, là-dessus, j'ai peur que vous soyez déçus. Hein. Mais d'ailleurs, c'est horrible. Enfin, vous vous rendez compte qu'on vous ment. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on stigmatise le métier de l'info à quelque chose qui est réservé aux mecs. Alors que déjà, les gars, je suis désolé, mais vous n'êtes pas forcément les meilleurs là-dedans. Et en plus, pour moi, l'info, vous connaissez la notion de craftsmanship, artisanat, c'est beaucoup de bonnes pratiques de code et tout, mais pour moi, il faut le prendre au sens route. L'artisanat, c'est le fait d'apprendre avec quelqu'un. Pour moi, je me considère un peu, alors je suis peut-être un peu fou, hein, mais moi, je me considère comme un ébéniste, tu vois. Parce que je mets toute ma créativité, mon imagination, ma passion et ma personnalité dans ce que je fais. Et aujourd'hui, on vous donne, dans des contextes agiles, la possibilité de ne plus être quelqu'un qui pisse du code, mais quelqu'un qui crée avec quelqu'un, avec votre client, avec des choses comme ça. Et les beaux contextes agiles, vous avez des exemples ici, allez leur demander, et ben c'est des choses qui vous donnent envie de vous investir là-dedans. Et ça, on ne le dit pas aux gens quand ils sont petits. Et vous savez quoi, les meilleurs informaticiens, ils ne sont pas dans cette salle. Ça fait longtemps qu'ils se sont cassés. Ils n'ont peut-être même pas fait d'école d'ingé. Et ça, c'est super triste. C'est pour ça que mon combat aussi, que je viens là ce soir et que je me bouge les fesses pour venir vous voir, même si c'est pas vous qu'il faudrait que je touche, mais plutôt ceux qui sont 10 ans en arrière. Mais j'espère qu'en sortant de là, il y aura une petite étincelle qui sera rallumée. Parce que vous vivez dans l'abondance la plus totale. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Je viens d'une école de chimie. Et dans mon école de chimie, j'ai tellement d'amis qui sont en chimie et qui se reconvertissent. Dans le code qui se reconvertissent dans d'autres trucs et qui font des trucs qui ne leur plaisent pas. Et vous n'êtes pas dans cette situation. Demain, vous allez choisir votre job. Vous n'êtes pas prêt d'être au chômage. Vous allez avoir des super salaires et des conditions de travail qui sont, pour la plupart du temps, géniales. Alors réveillez-vous, les gars. Parce que si vous êtes parti pour bosser 50 piges, et moi, quand j'étais à votre place, je voulais aller vite. Et j'ai eu une chance incroyable. Et je voudrais vous foutre une baffe. En vous disant, les mecs, faites pas de votre carrière la même chose que vous faites avec le reste de votre vie. D'accord? On est dans une période de gratification instantanée. Vous savez, on drague plus, on swipe à droite, on prend plus d'attendre nos cadeaux de Noël, on attend qu'on a Amazon Premium, donc ça arrive demain. On n'a plus la patience d'apprendre, de prendre le temps. Et le problème, c'est que si vous bâtissez vos carrières comme ça, eh ben les mauvaises boîtes vont savoir l'exploiter à fond en vous donnant les réponses aux questions que vous avez posées. Nous, on travaille avec des super grands comptes et on vous propose un super bon salaire. Et là, vous venez de rentrer dans la plus belle voie de garage du monde. Et 4 ans après, vous allez vous en mordre les doigts. Et ceux qui prennent le temps de bâtir leur carrière, de commencer plus tranquillement, de voir comment ils vont bâtir leur profil par rapport à où ils vont aller, et je sais, je compatis parce que c'est difficile à votre niveau, et c'est un vrai pari. Et c'est pour ça que je me permets de vous donner des feedbacks là-dessus, qui ne sont que mon avis, mais prenez le temps de bâtir votre projet pro, parce que plus vous avez un socle qui est solide, plus vous allez pouvoir taper haut. Vous imaginez bien que j'ai commencé à 35K, c'était même 32K,5 à Paris. Aujourd'hui, vous imaginez bien que je ne suis plus payé 35K. Et que les offres de job que je reçois, d'Amazon, de Google et de gens comme ça, j'ai pas de problème d'argent si l'argent était une priorité pour moi. Mais vous savez quoi, en fait, je kiffe tellement ce que je fais que c'est même pas le cas. C'est même plus ma priorité. Donc l'argent, vous savez, ce sera pas un problème dans votre vie.
Si vous voulez aller trop vite, vous allez vous faire enfermer. Donc maintenant, comment on bâtit ce putain de projet professionnel pour aller taper le plus haut possible? Et ça, c'est pas moi qui répondrai à cette question pour vous. Voilà, je crois qu'on est sorti un peu des rails. Bon, le reste, vous savez ce que j'en pense. Alors C++, si, C++, beaucoup dans l'embarqué, dans l'IoT et dans tout ce qui est imagerie médicale. En général, c'est un peu moins bien payé. Dans l'IoT, ça commence à payer, mais voilà, c'est encore, c'est pas la plupart du marché aujourd'hui. Et c'est pas du web. Ça va pour bac? J'accélère parce que je suis la femme de ménage, à mon avis, qui va nous virer d'ici. Bon, ça ferme à 22. Je sais pas quelle heure il est, mais ok, on va vite. Front, c'était un boulot de technicien il y a 20 ans. Maintenant, c'est un putain de boulot d'ingénieur. Ok, vous n'êtes plus le mec qui découpe l'image sur Photoshop pour la mettre dans un site. Maintenant, vous devez comprendre la notion de payload. Vous devez builder des vraies applis. Vous avez des frameworks qui viennent et qui meurent. Vous êtes les plus exposés aux fractures technologiques. Kevin, c'est un putain d'ingé. Et des gens qui ont une sensibilité à l'expérience utilisateur, au design, à l'ergonomie et tous ces trucs-là, vous devenez des moutons à 5, 6, 7 pattes. Et on va s'arracher vos profils sur le marché. Mais il faut aimer ça. Et il ne faut pas s'endormir. Donc, très bien. Mobile. Mobile, la question que vous vous poserez surtout d'abord, c'est hybride versus natif. Je vous ai parlé un peu du user experience. Il y a des très belles choses qu'ils font sur l'hybride. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que les gens choisissent de l'hybride? Plus facile, moins cher, unifié en fait aussi. C'est-à-dire le fait que je n'ai pas à mobiliser plusieurs compétences et avoir des gens qui font de l'Objective-C, des gens qui font du Java. Mais c'est vrai qu'en général, c'est assez souvent pour des projets plus cheap. Est-ce que vous avez envie de bosser dans une boîte qui fait des projets cheap tout de suite? Les patterns à manipuler, bon, même si React Native, ça commence à être de plus en plus complexe, mais c'est quand même des choses plus simples. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, votre objectif, c'est de bâtir le socle le plus large et le plus solide possible pour pouvoir taper le plus haut. Si dans votre carrière, vous n'allez qu'à la simplification, tant mieux pour vous. Mais faites pas le contraire. Commencez pas simple pour vous dire, voilà, je commence doucement, puis après j'irai dans les trucs concrets, vous en sortirez jamais. C'est maintenant où vous êtes des juniors. C'est maintenant où les gens vont avoir la patience de vous apprendre, d'écouter vos questions. Et vous avez envie de bosser avec des cadors qui vont vouloir vous apprendre. Dans 10 ans, vous serez juste un nul si vous ne le faites pas. Et les nuls, personne n'en veut en fait. Oh, sauf 80% des boîtes, dans l'assurance et dans les choses comme ça. Mais si vous êtes dans cette salle et si vous avez payé je ne sais pas combien de milliers d'euros Epitech, j'espère bien que c'est pour vous hisser dans les 5% des meilleurs devs. Voilà, bon, DevOps, c'est passionnant et il faut savoir un peu tout. Pour moi, DevOps, c'est une très belle transition une fois que vous avez été dev, pendant que vous êtes dev, et si vous voulez vraiment vous partir sur cette partie en transverse pour équiper et outiller vos équipes. C'est passionnant, mais je pense que si vous y allez très tôt, vous n'aurez pas la crédibilité nécessaire. Okay, c'est important de penser aussi son projet pro de manière humaine. Vous savez, vous avez déjà eu des profs qui ne vous donnent pas envie. Ça vous est déjà arrivé? Et qu'est-ce que vous faites? On n'en a rien à foutre, on ne vient pas en cours. Au final, c'est de votre faute, hein. C'est vous qui n'apprenez pas. Mon erreur, ça a été de croire que ça s'arrêtait après le boulot. Mais non, ça ne s'arrête pas, les mecs. Et à chaque fois que vous avez quelqu'un qui arrive dans une équipe, surtout sur des postes où, en transverse, où ils arrivent avec des responsabilités au plus haut que vous, etc., la première question que vous vous posez, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Quelle est sa légitimité? On est une génération où le niveau d'expérience compte moins que la compétence. C'est dur pour vous d'accepter qu'un mec soit plus payé que vous juste parce qu'il est plus vieux, alors qu'il est nul. Ah ouais, je vous comprends, hein, je suis un peu du même avis que vous. Mais du coup, ça veut dire aussi que le jour où vous êtes DevOps et vous allez outiller votre équipe, si vous ne connaissez pas leur monde, ça va être complexe. Je peux prendre un exemple avec Fred. Fred, un jour, il bossait avec moi sur un projet sur Android, et je lui avais demandé une feature. Il m'a dit, c'est pas possible. Je n'oublierai jamais. Il m'a dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais si, c'est possible, Fred, je pense. Il me dit, non, ou alors ça prend des jours, des trucs comme ça. Je lui ai dit, non, ça prend 2 heures. Ouais. Il me dit, non, ça prend des jours. Non, ça prend 2 heures, Fred. Il m'a énervé, au final, je me suis assis, je l'ai fait.
Alors je me sentais pas bien, je te le dis maintenant, pendant 2 heures tu stresses, mais au final j'ai fait le truc en 2 heures. Et du coup tu gagnes le respect de tes équipes, tu gagnes l'estime de tes équipes. Et ça, si vous croyez que ça s'arrête après l'école, c'est juste faux. Vous venez de partir dans une zone où vous allez devoir faire vos preuves. Alors ça se fait de manière très empathique et très cool, mais c'est quand même très important. Donc si vous êtes DevOps demain, soyez un DevOps qui comprend vos devs et qui est là pour les assister parce que vous êtes passé par là où ils sont et que vous êtes capable de leur apporter des solutions qu'eux, ils n'ont pas tout seuls. Voilà, et d'autres trucs que je ne connais pas beaucoup, donc je ne vais pas vous en parler. Est-ce que je vous parle de stage chez nous? Qui est intéressé pour qu'on parle des stages? Ok. Parce que sinon, on s'arrête là. Donc, Ibiz. Donc, je vous parle de la boîte mère de Jog et d'Ibiz, qui s'appelle Ibiz. Donc, on est une boîte de passionnés. Alors, vous le voyez, on est 80. Il y en a presque une dizaine ce soir qui sont là. Et même des anciens qui ne sont pas de la même boîte. Donc, en fait, on est vraiment une petite boîte de passionnés. On a cassé beaucoup de choses l'année dernière pour être en cohérence par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, vous fixez vos propres objectifs. On a cassé la relation entre le salaire et le niveau d'expérience. Le salaire, vous obtiendrez le salaire que vous aurez en fonction de la manière dont vous vous investissez dans votre propre projet pro. Les questions qu'on vous pose, c'est où est-ce que tu as envie d'être dans 1 an? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Sur quoi tu as envie d'être meilleur? Et comment est-ce qu'on peut t'aider? On est loin d'être parfait, mais effectivement, on bosse sur des balles rebondissantes avec des chaussons Dark Vador et des tableaux Marvel au mur, donc c'est plutôt cool. Quand vous arrivez chez nous, vous avez une semaine sans horaire de travail. Vous arrivez dans une promo avec des gens, c'est un peu la piscine, comme vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait Tech 3S ici. Vous avez une semaine en piscine, on vous dit la bienvenue comme ça, vous choisissez un projet et fin de semaine, vous devez le livrer en prod et faire une démo devant toute la boîte. C'est comme ça qu'on vous dit bienvenue. Vous avez votre première code review et après vous êtes formé à plein temps pendant 2 mois. Rappelez-vous ce que je vous disais sur le craftsmanship. Nous pensons, et donc les gens qui vont vous encadrer, c'est des gens comme Kevin, c'est des gens comme, non, ils ne sont pas là, si peut-être Nico Bellem, Jason qui donne quelques formations. On va vous aider à vous tirer le plus haut possible. Parce qu'en fait, l'info, il faut arrêter de croire que vous savez des choses en sortant de l'université. Soyez-en conscients, c'est pas négatif, vous savez rien. Voilà. On va vous apprendre comment on fait en vrai. On va vous apprendre les bonnes pratiques. À chaque fois que vous copiez-collez un petit bout de code de Stack Overflow, sachez qu'on va être derrière et qu'on va vous demander ce que ça fait, quel implème et à quoi ça sert. Ouais. Est-ce que vous appelez JVM Tuning? JVM Tuning. Tu veux vraiment qu'on en parle maintenant? En fait, ta JVM, elle a une taille de heap, elle a des garbage collectors, et en fonction de la manière dont tu vas... elle a un nombre... alors JVM, mais ça peut être aussi ton conteneur de servlet, par exemple. Tu as plein de paramètres que tu peux tuner pour changer selon les cas d'utilisation. Ton pool de thread, la taille de ta heap, parce que la taille de ta heap va influencer tes temps de garbage collection. Si tu prends un garbage collector qui est concurrent, tu n'auras pas du tout les mêmes trucs qu'un garbage collector qui ne l'est pas. À l'intérieur de la JVM, tu as ce qu'on appelle un JIT, un Just-in-Time Compiler, qui lui réalise plein d'optimisations au runtime, mais tu peux aussi le désactiver, faire de la Head-of-Time Compilation pour faire que du natif. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Et ça, en fait, ce qu'on vous dit, c'est au lieu de vous embêter avec ça, on vous présente les outils, et on vous dit pendant 3 jours, c'est un concours, vous devez taper la plus haute perf possible. Et vous faites ce que vous voulez. Vous montez votre base de données en mémoire, vous enlevez tous vos DTO, vous changez tous les paramètres de votre DB, vous devez apprendre à du coup monitorer votre JVM, voir quelles sont vos créations d'objets, vos cycles de GC, tuner votre kernel, regarder quelles sont les requêtes SQL lentes, regarder comment vous allez indexer votre donnée, comment vous allez isoler vos bottlenecks, etc., etc. Donc c'est super intéressant et c'est assez gamifié. Et à chaque fois, en fait, tous les 2-3 jours, vous faites une code review avec nous dans une salle. Donc on prend le code d'une des personnes dans le groupe et on va passer 2 heures avec vous à tout expliquer ligne par ligne, à vous aider à prendre du recul et à vous emmener le plus haut possible. Voilà, donc on s'amuse bien, il y a des performance days, il y a des projets, et à la fin, vous faites encore une présentation du projet devant toute la boîte. On vous donne des petites masterclass, c'est un petit peu ce qu'on a donné aujourd'hui, mais on va dire sur des choses un peu plus ciblées. On vous donne des formations annexes, donc là c'est des consultants qui reviennent de mission, typiquement comme Jason et les autres, qui vont venir vous former sur quelques sujets, et après on vous paye 2 certifications Oracle. En sachant que la deuxième, vous la passez en général au bout de 4 ans d'expérience, vous la passez en stage. Ça veut aussi dire que vous farcissez 1000 pages de bouquins en anglais le soir et le week-end. Mais je peux vous dire qu'après ces 2 mois, vous êtes des bons.
vous êtes déjà à des kilomètres et des kilomètres que tous vos collègues de promo, mais aussi vous venez de vous construire un socle qui est gigantesque. Ce socle, il va avoir besoin de temps pour maturer. Vous pouvez en témoigner. Entre le moment où on sort de formation, on a appris plein de trucs, et le moment où on est vraiment capable de prendre du recul et d'exploiter, il se passe du temps, il se passe 1 an. Mais par contre, vous avez un cycle qui prend le temps de vous apprendre à faire. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour maturer. Voilà. Dernière chose. Alors, ça, c'est pas pour vous parce que vous habitez tous à Paris, sauf s'il y en a qui habitent en province, mais on vous paye un appart. Voilà, on vous rémunère comme ça pendant le stage, ou 1 000 € sans appart, et vous commencez tous à 35 000 en CDI. Dans les augmentations, on est entre 4 et 10% d'augmentation par an. Ça peut aller à plus si vous vous investissez, et la différence sur vos salaires, elle est personnelle. Il n'y a plus de grille de salaire. Terminé. Ok ? Par contre, si vous n'investissez pas dans votre projet pro, bah, vous ne montrez pas vite. Si vous investissez dans votre projet professionnel et que vous faites plein de trucs, bah, vous allez dépasser les 10% par an. Voilà. On fait des séminaires, des hackathons. Donc, en séminaire cette année, on a emmené tout le monde à la campagne. On a fait un hacker camp. Donc, on a amené un pote qui est expert drone pour apprendre les gens à monter, configurer, calibrer leur drone. J'ai un pote qui était bug bounty pour Tesla. Il n'a pas pu ramener la Tesla qui était cassée, mais ils leur ont donné une après-midi de masterclass sur le hacking de bagnole. Il y en a d'autres qui voulaient faire de l'Arduino, il y en a qui voulaient juste jouer dans les champs, etc. On était à Valence en septembre où on jouait dans les champs. Voilà. Enfin, début octobre, là, début du mois, on est tous partis à Valence en Espagne. Donc on vous paye les billets d'avion, l'hôtel 4 étoiles, l'escape game, le laser game, la bouffe, etc. Parce qu'on aime bien se retrouver. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a une boîte de service, on a un cabinet d'experts, mais on veut créer cette vraie culture d'entreprise. On ne veut pas que vous vous éloigniez trop. Il y avait une Tech Night hier soir, et on essaye d'en avoir le plus fréquemment possible. On vous paye la conf de votre choix, donc il y en a plein, et vous choisissez votre conf annuelle et on vous la paiera. Et puis il y a plein de Tech Night. Voilà. Je ne peux pas vous promettre que c'est la boîte parfaite. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que vous allez bosser avec des gens qui en ont sous la pédale et sous l'accélérateur, qui sont des bons, qui sont passionnés et qui partagent tous la même passion, et ça on fait très très gaffe à qui on laisse rentrer. Et la dernière chose, c'est qu'on va vous aider à bâtir votre projet pro et qu'on fera de notre mieux. Vous n'aurez peut-être pas la mission de vos rêves tout de suite, surtout que la première mission, c'est pour valider vos acquis et pour maturer les trucs. Par contre, on va vous écouter. On va vous aider à bâtir votre projet pro et on fera de notre mieux pour que vous soyez heureux dans cette boîte et que vous vous éclatiez. Voilà. Je crois que j'ai fini. Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour postuler, il faut que je vous montre un truc. Parce que le créateur est là. Donc, pour postuler chez nous, c'est simple. On va le faire en live. Tu vas perdre. Il faut finir un Mario Kart. Voilà. Et donc c'est Jason qui est venu nous voir à une Tech Night en disant « Regarde ce que j'ai fait ». Alors bien sûr, vous choisissez Joke Bold. Vous imaginez bien qui c'est. Et voilà. Et bravo Jason, on peut l'applaudir. C'est quand même méga stylé ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Cool, vous avez tous sommeil, je vous ai tous tué, je ne sais pas. Bon, en tout cas, sincèrement, pour tous ceux... Ouais, vas-y. Si j'ai vraiment une petite dernière question, c'est pour revenir un peu avant sur les... Sur la JVM. Non, vas-y. Encore avant sur les profils de dev. Ouais. Parce que voilà, déjà l'écosystème est énormément large. Ouais. Il y a 10 000 langages pour 10 000 choses différentes. La boîte à outils, elle est comme ça. Mais quand tu as quand même le problème de tout, de la remplir, sauf que le temps de la remplir, c'est compliqué, surtout si on a un tas de faculté. Ouais. Le tas de faculté, il va être assez restreint, parce qu'on y passe déjà 8 heures par jour. Et alors, du coup, je ne sais pas, peut-être 2 heures dans la soirée après, mais même pas. Déjà avec Epitech, Même pas. le week-end. Mais même pas. Alors, Mais du coup, ouais, c'est vrai est-ce que ça va me saigner ou pas? C'est ça que vous êtes en train de vous demander. Alors déjà, la dernière chose, c'est quand vous êtes passionné, ça compte moins, déjà. Moi, j'ai pas l'impression de bosser, et je fais pas 35 heures par semaine. Hein. J'ai pas l'impression de bosser et je me lève tous les matins trop content. Ensuite, est-ce que ça prend 10 heures par jour? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ces choses-là, tu vas pas les apprendre direct. Ça va prendre du temps. c'est pas vraiment
il y a 10 000 façons aussi de se planter et Ouais. la seule façon c'est de trouver quelqu'un et si le taf n'est pas à disposition, c'est vrai que tout de suite on regarde les tutos sur internet, sauf qu'il y a 10 000 rabbit holes et Ouais. on se perd tout simplement. Eh ben, t'as tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre plus gros challenge, c'est de trouver la structure et la boîte qui va vous permettre de vous épanouir le mieux possible. Et qui va vous permettre de ne pas vous saigner à tout apprendre vous-même et à vous dépenser de l'énergie inutile. Parce qu'en gros, ton socle, il sert à quoi? Ce socle que tu vas te bâtir pendant 2-3 ans, il va te permettre un jour de te réveiller un matin. Alors moi, ça a été quasiment flagrant, c'était dingue. Cette espèce d'épiphanie, je suis peut-être un peu fou, mais tu vois, ce jour où tu te réveilles et tu as l'impression qu'il y a un truc qui s'est débloqué et que tu peux tout faire. Et que tu peux tout faire. Donc moi, j'ai fait beaucoup de mobile, j'ai eu la chance d'avoir en fait plusieurs petites missions en interne où je pouvais être full stack, donc vraiment faire tout dans plein de trucs. Au début, tu es nul, tu comprends pas, puis après, tu commences à voir les pièces du puzzle qui s'assemblent. Tu commences à prendre du recul pendant tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un moment donné, et c'est le jour où pour moi, je suis passé de junior à expérimenter dans ma tête, quoi. C'est ce jour-là, je comprends tout. J'ai aucune peur de tester une nouvelle techno. Et au lieu d'aller regarder les tutos, je vais direct lire le code source. React, j'ai appris en regardant le code source de Facebook et en mettant en place une infra qui leur ressemblait. Et j'ai galéré pendant quelques jours, mais je me suis éclaté. Si tu veux, tu dois te bâtir un truc qui va te permettre d'être une espèce de pâte à modeler qui sera capable d'ingurgiter de la connaissance parce que tous les concepts sont les mêmes en fait. Donc après, tu vas apprendre des API, des frameworks, des choses comme ça, mais cette plasticité que tu vas te créer autour d'un socle solide, tu vas pouvoir l'utiliser et il y a un moment donné où ce sera plus aussi dur. Voilà, aujourd'hui c'est dur, j'en ai conscience et c'est normal. Dans 3 ans, il va se passer un truc. Et du coup, à toi de trouver le bon chemin. Et ça, bon, bah voilà, moi je peux vous donner mon avis subjectif. Pour moi, vous trouverez pas mieux que Ibis pour commencer. Je vous le dis, c'est mon avis, je le partage. Après, c'est quand même ultra subjectif, donc prenez-le avec des pincettes. Il y en a d'autres qui sont là pour vous dire peut-être d'autres choses. Les gars, soyez hyper subjectifs, dites-leur ce que vous en pensez. Voilà, on a des gens qui sont plus à la boîte, donc vous pouvez aussi leur demander parce qu'ils sont passés par là, et ils vous diront tout. Voilà. Et après, vous forgez votre propre opinion, et il y a un moment donné, ouais, il y a un petit saut dans le vide. Ouais, ta carrière, ce sera comme ça, en même temps. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, je tiens à vous souhaiter vraiment de tout cœur un bon début de carrière. Et j'espère que vous vous éclaterez et qu'on se retrouvera au sommet dans quelques années. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci.